Oh, très très bien. Very well. Oh, c'est trop beau. Ah, parfait. Ça, je pense que m'intrigue, c'est mes ça. trucs. Le rugby, ça, c'est moi. Ça aussi? Nip tuck. Ouais, ça aussi, c'est ce qui m'a donné envie de faire mes études. Mais t'es devenu kiné, je crois. Ouais, il y a eu quelques loupés dans le parcours. Euh, Mais ça, c'est pour de l'escrime ou c'est pour Ouais, c'est faire de la pour les enfants. métallurgie? De faire de la métallurgie. Voilà. Ils sont bien, ces fauteuils. On plonge dans votre enfance, on essaie de comprendre un peu qui vous êtes aujourd'hui. Michel Fugain, Oui, je propose de regarder une photo de vous enfant. Si on faisait un bond dans le passé et que vous pouviez souffler quelque chose à l'oreille de cet enfant, vous qui connaissez la suite de son histoire, vous lui auriez dit quoi? Je lui dirais, sois heureux, mon pote. Continue d'être heureux comme tu l'es, c'est-à-dire de vivre dans une famille aimante, avec un père dont je dis maintenant qu'il est exemplaire alors que je ne le savais pas à l'époque, avec une mère italienne, d'origine italienne, qui était, c'était l'amour d'abord. Vous naissez en 1942. Oui, Vous absolument. dites j'ai été conçu dans une prison pétainiste, ça veut dire quoi? Oui, dans une prison. Mon père était encabané par Pétain. Et il était, à ce moment-là, étudiant en médecine, jeune étudiant communiste. Donc, les matons, qui avaient une imagination folle, lui ont dit, bah, t'es étudiant en médecine, bah tiens, c'est toi qui auras les clés de l'infirmerie. Il s'est retrouvé avec les clés de l'infirmerie, ce qui lui a permis de recevoir ma mère, et elle se retrouve en cloque de moi. Mon père a demandé une permission pour ma naissance. Pour ça, il fallait qu'il passe par la préfecture. Il savait que le chef de cabinet du préfet écrivait des poésies à ses heures perdues, et il venait d'éditer un bouquin. Il achète le bouquin, il se le met dans la poche, comme ça, Il le laisse dépasser de la poche. il le laisse dépasser de la poche. Le chef du cabinet, il voit le truc, il fait « Vous aimez la poésie ?» Et mon père lui fait ben, « J'adore la poésie, justement, en ce moment. J'ai découvert un poète extraordinaire. » Et ben, ben, il l'a libéré. Mais Libéré pour de vrai, pour toujours? il l'a libéré. Mon père en a profité pour rentrer dans la résistance officielle, c'est-à-dire il est rentré dans un canard qui s'appelait le Petit Dauphinois. Et il a mené la guerre qu'il a menée incroyablement. Qu'on comprenne un peu qui était votre père, il a une place à son nom à Grenoble aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait pour ça? Tout le monde l'appelait Mickey, hein, car son nom c'était Commandant Mickey. Il faisait partie d'un réseau qui s'appelait le réseau Reims-Coty, qui était un réseau qui faisait partie de l'armée dite secrète, je n'ai jamais bien su. Et il a organisé tout le renseignement de l'époque. Quand vous grandissez, vous savez à quel moment tout ça de votre père, en fait? Est-ce que vous l'apprendrez plus tard? Je l'apprends beaucoup plus tard. Vous vous dites quoi? J'ai le père le plus génial de la Terre. Les combattants, les résistants, les mecs qui se battent pour une cause, quelqu'un, ils ont la joie chevillée au corps, parce que peut-être le lendemain, ils sont plus vivants. C'est presque un mode de conduite, quoi. Ce qui fait que lorsque tu dis il y a une place à Grenoble, qui est au nom de mon père, il a été médecin à Vorep, à 15 km, pendant 7 ans, et il y a une place où on a été invités, ma sœur et moi, à dévoiler la plaque. Et avec ma sœur, ça a été immédiat. Même encore là, j'ai une grosse émotion, parce que c'était marqué « Docteur Pierre Fulien, humaniste ». Et c'était ça, il n'était pas autre chose. Il était contre l'injustice. C'était contre toute espèce d'injustice. Et si je souhaite un truc, c'est lui ressembler, quoi. On a parlé de votre papa, on n'a pas parlé de votre maman. Quelle était sa personnalité? Comment ça se passait à la maison? Alors, maman, c'est Mamine, d'abord. Tout le monde l'appelait Mamine. Un oiseau, un petit oiseau magnifique, qui respirait le bonheur. Chaque fois qu'elle passait devant une vitrine, elle regardait comment elle était avec sa robe de Vichy rouge et blanc.
C'est ma mine, c'est ma mine. Une enfance heureuse. Et il y a eu un déclic, un jour en voyant Yves Montand. J'ai 11 ans. Mes parents aimaient Yves Montand. C'était pratiquement la figure charismatique des chanteurs communistes. Et sur scène, il était... il dansait, il faisait quelques pas de côté, il chantait, magnifique. J'ai dans ma tête le focus sur ce personnage qui est dans un rang de lumière, d'accord ? Que ce soit « Ah, je voudrais tant que tu te souviennes » ou « C'est à l'aube, c'est à l'aube ». Tout ça arrivait. C'est fort, c'était puissant, cette force-là devait me séduire. Le lendemain, je fais « Ah, je voudrais faire chanteur comme Yves Montand ». Mais pourquoi vous dites... C'est ce que vous avez fait, je vous rappelle. Oui, Vous voulez dire que vous dites ça comme ça, c'est pas si profond. Oui, non. Ça disparaît. Je suis un oiseau sur la branche. Je vis dans une vie légère, légèrement. Entre-temps, il s'est passé des trucs, j'ai grandi, je voulais faire du cinéma. C'est le cinéma qui m'a attiré. Et comment ça se passe à l'école? Vous avez redoublé combien de fois? 3 fois. Je suis un glandeur, je suis un feignant. Je passe mon bac philo, j'ai 4 en philo, d'accord? Coefficient. C'est pas peine de le dire comme ça, hein, personne n'écoute. Personne n'écoute. L'académie. J'ai 4 en philo, coefficient 7, d'accord? Donc inutile de dire que c'est pas bon. Donc je n'ai pas mon bac. Mais entre-temps, j'ai rencontré un pote qui s'appelle Jean-Michel Barjol, avec d'autres potes qui étaient des potes à moi du bahut. Et Jean-Michel Barjol nous fait miroiter une tournée en Provence. Le théâtre. Où on peut faire ce qu'on veut, du théâtre, chanter des chansons, une espèce de truc de branleur, mais voilà, comme... Alors on passait un peu en disant ce soir on va jouer devant le château, etc. Et les gens apportaient leurs chaises, ils nous payaient 5 balles, ce qui nous permettait et de mettre de l'essence dans la frégate et d'acheter des oignons. Les oignons et les Qu'est-ce que tomates. vous faisiez devant les gens? Donc des poésies, des chansons? J'entends, il est terrible le petit bruit de l'œuf dur cassé sur un comptoir d'étain. Il est terrible ce petit bruit quand il résonne dans la mémoire de l'homme. Vous chantiez? Non. Non, vous chantiez pas du tout? Au départ, je ne suis pas chanteur, je suis un tchatcheur, oui. Vous ratez 3 fois le bac, mais vous faites quand même médecine. C'est parce que je n'avais pas d'idée. Donc quand on n'a pas dit on fait médecine. Mais non, c'est parce que, à l'époque en tout cas, un médecin pense que son fils va être médecin. Et à 21 ans, j'ai écrit une lettre à mon père, j'ai dit « Papa, je ne ferai pas médecine ». Et je lui laisse la lettre sur la table de la cuisine et je me cavale. Je vais pendant 1 semaine chez un pote. Au bout d'1 semaine, il dit à ma mère « Dis-lui de rentrer ». Bon, je rentre un peu la queue entre les jambes, on est bien d'accord. Et je le vois, il arrive dans le salon. C'est quoi? Tu veux faire quoi? Et j'ai dit, je vais faire du cinéma, papa. Il ne sait pas ce que ça veut dire, il ne sait pas. C'est pas son truc. Il prend le téléphone, il appelle un pote à lui, qui est médecin à Paris, et lui dit, tu te rends compte que mon con de fils, il veut faire du cinéma? Et là, le tourbillon en question, il dit, mais c'est formidable, envoie-le-moi. Et on verra plus tard ce qui s'est passé. Merci beaucoup de nous avoir raconté avec autant d'énergie tout Je suis ça. désolé, hein, mais Je c'est... me retourne vers... En Désolé de 82 quoi ans, il se passe des trucs, hein. Merci Michel, merci beaucoup. Manon, je vous propose de regarder cette photo de vous quand vous êtes enfant. On vous reconnaît. C'est Et vrai. je propose, ah ouais, je vous reconnais moi. Et je vous propose de répondre à cette même question. Si comme par magie on pouvait faire un saut dans le passé, vous lui diriez quoi? Qu'est-ce que je pourrais lui dire? Que sa vie, elle va être très belle. Que c'est pas grave si elle n'est pas aimée par tout le monde. Ça l'empêchera pas d'être heureuse. Message important. Alors est-ce qu'on peut savoir où est-ce que vous grandissez? Dans quel univers? Je grandis du coup avec mes parents dans la banlieue lyonnaise. On n'est que tous les 3. Mes parents sont fonctionnaires. Ils travaillent tous les 2 pour la mairie de Rieux-la-Pape quand je suis jeune, là où j'habite. Mais ils avaient fait du sport eux aussi. Oui, mes parents sont sportifs. Ils le sont toujours d'ailleurs. À un haut niveau? À haut niveau, oui. Ma maman était championne de France de barque, un sport qui n'existe plus. Un peu ce qu'on a fait tout à Ce qu'on l'heure. a fait en arrivant là? D'accord, ok. Et mon papa a joué à l'OL, au football.
Non. Du coup, famille sportive, donc forcément, ils avaient envie que je découvre le sport, parce que pour eux, c'est important dans la vie de tous les jours d'être sportif, pour le bien-être, mais aussi pour les valeurs que ça transmet. Et puis, j'ai besoin de me dépenser. C'est quel genre d'enfant vous êtes alors? Je suis très dynamique, très souriante, je bouge tout le temps. Je suis un peu une pile électrique. Du coup, eux, je vous font essayer des sports. Ça commence par de la danse, mais aussi par du taekwondo pour que j'apprenne quand même à me défendre. Ça, c'était important pour mon papa. Mais la danse, ça me plaît pas, Pourquoi? parce qu'on fait comme tout le monde. Et j'aime pas répéter. Répéter. Qui a eu l'idée de vous faire essayer l'escrime? C'est très drôle, en fait, je suis en primaire, donc je me fais mes meilleurs amis. Je deviens très amie avec 2 filles qui s'appellent Julie et Romane. Et en fait, Romane fait de l'escrime. Et elle nous dit, venez essayer avec moi, comme ça on sera 3 copines ensemble à l'escrime. Et en fait, quand j'arrive, déjà on commence par faire un sport co. On s'amuse. Donc c'est marrant. Le côté, en fait, ça bloque aussi le côté un peu timide, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de se On parler. n'a pas parlé de votre timidité. Ouais, je suis timide, j'ai du mal un peu à aller voir les gens, un peu à être fofolle, à être moi en fait. Je me cache un peu. Peur du jugement? Je pense que je sais juste pas trop comment on fait. Enfin, même encore aujourd'hui, quand je rencontre des gens que je connais pas, je vais pas arriver. Bonjour Manon, championne olympique. Ben si, vous pouvez, vous pouvez. Je pourrais, mais je fais pas ça. Mais non, plus, j'ai pas trop les codes. Voilà. Donc être avec les copines, là il y a quelque chose qui vous séduit parce que du coup vous faites du sport, vous échauffez Voilà. tous ensemble. Et puis après, il y a le moment où on met la tenue. Alors la tenue, parce que ça va jouer un rôle important cette La tenue. tenue joue un rôle important. Déjà, la tenue de l'escrimeur, c'est la veste, le pantalon, on est tout en blanc. Ouais, ça a de la gueule. Hein. Ça a de la gueule. C'est stylé. Et après, le moment où je mets le masque, en fait, j'ai ce sentiment d'être protégée. Mais pas seulement d'être protégée de l'arme de l'autre, mais d'être cachée. Et du coup, je me dis, mais en fait, on ne voit pas mes émotions, on ne voit pas que j'ai peur, on ne voit pas que je suis timide. Et j'ai une arme dans ma main, donc en fait, je peux me protéger, je peux me battre, je peux être un super-héros, je peux être qui je veux, en fait. Quand je mets ma tenue d'escrime, je me sens bien. Je peux être moi, je peux me battre, je peux crier, je peux me défouler. Et en fait, souvent, quand je vais à l'école, il faut rentrer dans un cadre. Et j'aime pas trop ça, et je me sens vite pas moi. Alors que quand je mets le masque, je suis moi, en fait. J'essaie pas d'être quelqu'un d'autre. Et donc du coup, vous vous prenez au jeu, et à un moment donné, ça devient tellement important que vous pensez qu'à ça. Très vite, j'ai envie de faire d'autres entraînements, pas que 1 par semaine, mais 2, voire 3. Et j'ai envie d'aller en compétition parce que ça m'éclate. Qu'est-ce qui vous éclate en compète? Qu'est-ce qui m'éclate? Je gagne, en vrai. Ça, c'est cool, quand même. Ah non, mais c'est ça qui est intéressant. Ouais, et en Est-ce que fait, c'est des fois je gagne, des fois je perds, ou je gagne tout le temps? Non, quand je suis jeune, je gagne tout le temps. T'as battu les garçons? Je battais les garçons. Yes! Ouais. Ça m'a aussi... C'était un moteur? Ça, c'était un moteur. Ça me plaît bien de leur dire, c'est pas parce que je suis une fille que je suis pas forte, quoi. Donc je peux pas te battre. Je peux te montrer qu'on est pareil. Donc je suis même mieux que toi sur certains domaines. J'aime bien ce côté-là. Donc je finis l'année. En fait, ça s'avère qu'à la fin d'année, ça va être en juin, un truc comme ça, il y a les championnats de France Benjamin de ma catégorie. J'y vais. Puis en fait, je les gagne. Et c'est la première fois que je pousse un petit cri sur la piste. Et je gagne, je pleure. Et je me dis, waouh, c'était trop bien. J'ai 12 ans et je me dis, mais je suis championne de France, mais c'est extraordinaire en fait. Je monte sur le podium, limite, j'ai une coupe, elle est pas plus rose que moi, mais elle prend beaucoup de place, j'ai du mal à la soulever, je me dis, c'est à moi tout ça. Et limite, je me cache derrière ma coupe et je pleure parce que je suis émue et je me dis, c'est moi qui ai gagné la compétition. Et en fait, cette compétition, je l'avais vue quand j'étais plus jeune, donc je voyais des personnes gagner, on me disait, à chaque fois qu'on disait que la personne qui gagnait, elle était super forte, c'était impressionnant. Et je me dis, mais c'est comme ça qu'on me voit maintenant. Je me rappelle que le moment où je vais voir mon papa est ému. Mon papa est ému de voir sa petite fille gagner une compète. Tu parles. Et c'est vrai que rendre ses parents heureux, pour moi, c'est eux qui me donnent tout leur amour. J'ai pas de frère, j'ai pas de sœur. Forcément, les voir heureux, c'est vrai que c'est double jackpot, quoi. On est heureux ensemble. Ça, c'est chouette. Alors vous allez être heureux ensemble, et pourtant vous allez devoir vous séparer quand vous avez 15 ans. Oui. Parce que 2 ans plus tard, du coup, c'est l'heure où c'est moi qu'on appelle pour partir en pôle espoir. Sport-études. C'est un sport-études. Vous partez de Lyon à Orléans, ça? Ouais. Et pour être sûr, parce que mes parents étaient... Bon, il n'y avait pas forcément que je parte, mais pour être sûr que je sais bien à quoi m'attendre et pourquoi j'y vais, en fait, on fait une espèce de liste de pour et de contre. Donc, côté positif, ça y va. J'ai beaucoup de choses. Côté négatif, il y a peut-être 2-3 lignes. Je vais moins voir mes parents, moins voir ma famille, moins voir mes amis.
Mais en gros, voilà, il y a 3 lignes et de l'autre côté, il y en a 10. Ils doutaient, tes parents encore? Non, mais non, ils doutaient pas, mais Ils sont conscients de ce que ils ça sont va conscients demander. que je pars, de me laisser. Et surtout, quand je suis petite, avant mes 15 ans, je fais tout avec mes parents. C'est-à-dire que même aller en ville pour aller voir des copains et des copines, et mon papa m'amène au bus, et après il revient me chercher au bus, je rentre pas trop tard, il m'amène à l'école. Donc ils sont très protecteurs. Ouais. Et là, ils vont faire un sacrifice, du coup. Ah bah là, me laisser au train, c'est bien, c'est plus que le bus, quoi. Et là, maintenant, on te prépare pour être le plus haut niveau. On s'entraîne et on s'est dit, bah voilà, c'est ça, l'entraînement de haut niveau, ça ressemble à ça. Voilà. Est-ce que t'aimes ça? Moi, j'aime ça. Oui, c'est ça. Tes parents, ils te mettaient la pression par rapport à tes résultats? Moi, mes parents, ils mettaient la pression sur mes résultats scolaires. Attention. Si tu veux rester là-bas, il y a une règle, c'est faut que l'école, elle te suive. Il s'avère que j'ai eu des mauvaises notes en français. Je crois que j'ai eu un premier trimestre, en seconde, 6 de moyenne. Mon père m'a dit, c'est simple, si tu ne retournes pas à la moyenne, à 10 minimum, tu rentres à la maison. Donc, panique, je m'effondre. Je pleure, je me dis, j'y arriverai jamais. La prof de français qui me dit, mais il n'y a pas que l'escrime qui t'intéresse? Je lui dis, mais j'ai 15 ans, je fais de l'escrime. L'escrime, c'est un sport amateur. Je ne me vois même pas potentiellement gagner ma vie avec ça. Je lui dis, mais je fais de l'escrime, madame, je ne fais pas du foot. Je lui dis, il faut que je fasse des études à côté, je dois avoir un travail. Et je lui dis, il faut que j'ai des bonnes notes à l'école. Elle me dit, ah, et en fait, elle me dit, mais si tu veux, je peux te donner des cours particuliers. Donc on se retrouve, je me retrouve à du coup aller en cours particulier avec ma prof de français. Ma moyenne de français remonte à 10,5. Yes. Bon, toutes les autres baissent un peu, hein. Mais voilà, j'ai la moyenne de partout quasiment, je crois, et je peux rester à Orléans. Moi, je propose qu'on regarde un petit reportage, un des premiers qui vous a été consacré. Ok. Vous aviez 17 ans. Et Oh là, là là. vous préparez les championnats de France. On regarde. Manon Brunet, championne de France cadette et junior 2013, résolue à marquer sa première apparition chez les seniors. Je me dis que, on est toutes pareilles, mais des fois, ce qui est le plus dur, c'est de voir des filles que je regardais avec des grands yeux avant et de me dire non, faut pas que je les regarde, quoi. Faut vraiment que je les tape. Dans la compétition individuelle, Manon Brunet a peu d'espoir. Elle se concentrera donc sur les France par équipe programmées dimanche. Il s'agit d'un gros challenge physique pour la cadette du groupe. Ça me fait quoi de voir ça? Mais c'est marrant parce que qu'est-ce qui est marrant? C'est déjà de mon vocabulaire, je les tape. J'avais ce truc un peu petit de me dire, même si je suis impressionnée des grandes en face de moi, en fait, j'avais qu'une hâte, c'est de tirer contre ces grandes personnes, ces grands athlètes. Et c'est encore ce que j'ai aujourd'hui. Il y a des athlètes, quand je vais en compétition, je me dis, j'espère que je serai contre elles à la fin de la journée. Parce que pour moi, c'est eux les meilleurs et c'est contre eux que je veux battre, en fait. Mais non, c'est vous la meilleure, je rappelle. Elle a oublié, elle a C'est oublié. fou. À 17 ans, vous devenez championne de France. Ouais. Et ensuite, l'INSEP, Ça, c'est les chefs. ça c'est sportif de haut niveau. Ça, c'est le top. Ça, c'est le max. Il s'avère que je fais une compétition donc, chez les grands, en double surclassement, une compétition internationale, ce qui arrive rarement à mon âge. Donc l'entraîneur national me convoque dans le gymnase de la compétition et me dit... Mon père m'avait un peu prévenu. Il m'avait dit, il va te proposer de rentrer à l'INSEP l'année prochaine. Surtout, tu fais mine que juste tu prends l'information, tu lui montres pas que tu es trop excité. Il vous a briefé pour le Non, pour il ce m'a moment. briefé, tu te concentres bien. Je dis ok. Il me dit le mot, tu veux venir à l'INSEP? C'est bon. Et là, l'INSEP, ça ressemble à quoi? C'est un peu une ville dans la ville. On dort là-bas, on s'entraîne là-bas, on mange là-bas. Si on veut, on va voir d'autres sports parce qu'il y a Un campus, 27 quoi. C'est un campus, exactement. C'est un campus de sport. Il y a les filles et les garçons qui sont dans en même temps, donc je peux les voir aussi. Je me dis potentiellement, je peux peut-être même m'entraîner avec eux. Je crois que vous allez dire, en plus, je peux trouver l'homme de ma vie. Non, Peut-être, ouais, c'est vrai aussi. Même si je suis déjà bien en train de tomber amoureuse de certains escrimeurs, hein, évidemment. vous auriez pu tomber amoureuse d'un nageur, d'un judoka. Non, c'est Ouais, non, forcément moi, un escrimeur. Franchement, j'ai abusé. Je suis restée escrime toute ma vie. Sérieux? Je suis arrivée là-bas, j'avais un garçon ligne de mire, il était là, j'étais là, mais Louis, ça fait 2 ans que j'y travaille. C'est le moment. Et au final, plus tard, très vite même, je suis rencontrée... j'avais rencontré mon mari sur des championnats de France. À quel âge? 20 ans, un peu avant. Bon, on verra la suite tout à l'heure, hein, parce que vous allez passer un bac, vous allez faire un C'est BTS. passionnant. Ouais. C'est un long chemin obstiné, quoi. Et il y a beaucoup de passion dedans. Tout ça est très intriguant pour un branleur. Moi, ce que je trouve hyper touchant dans le discours de Manon, c'est le côté où elle voit les grands et elle se considère comme une petite.
Mais à chaque fois, elle fait sa place parmi les grands, mais elle continue de se considérer comme une petite. On en parlera plus tard, mais gros travail, ça aussi. Et c'est ça qui m'intrigue. Greg, avant de créer Major Mouvement et que 2 millions de personnes vous suivent sur les réseaux sociaux, le kiné le plus connu de France, on va voir ce qui s'est passé dans votre enfance. On voit la malice déjà. Ah, c'est terrible, terrible. Hein. Ce regard. Vous qui connaissez la suite de l'histoire, qu'est-ce que vous lui diriez à l'oreille si vous avez la possibilité de retourner en arrière? Je vais être franc avec vous, c'est un exercice qui est très difficile pour moi. Je vois mon sourire et je crois que c'est une des rares photos où là, sur cette photo, je suis vraiment heureux. J'aurais envie de lui dire ça va aller. Et ça va aller, mais ça va aller dans longtemps. Alors pour qu'on comprenne, Oui. vous grandissez où? Dans quel genre de famille? Dans quel environnement? À quel endroit? Je grandis en Seine-et-Marne avec ma mère et mon frère. Et en fait, dès le départ, ça se passe pas comme prévu. Mes parents divorcent quand j'ai 2 ans, ça c'est assez classique. Et 1 an plus tard, c'est difficile pour moi d'en parler parce qu'en fait, je m'attendais pas à me faire prendre par l'émotion comme ça. J'en parle pas publiquement. Mon père, il a eu un gros accident de voiture. Il était jeune divorcé, il avait 32 ans. Il est allé dîner avec ses amis. Et il a loupé un virage et sa tête a tapé sur un pylône. Et donc de ça, il a eu un traumatisme crânien. Il a ce qu'on appelle une hémiplégie. Il va rester 2 ans entre le coma, l'hôpital, le centre de rééducation. C'est-à-dire que le premier souvenir que vous avez de lui, c'est à l'hôpital. J'ai un souvenir flou de lui avant l'accident, où il nous tient avec mon frère et moi, et il nous amène à l'école. Donc je ne sais pas si c'est vrai, parce qu'à 3 ans, on est tout petit, et il nous fait courir comme ça, il nous dit, il fait la moto, et je me rappelle, il nous serrait comme ça. Ça, c'est quelque chose, si je dois résumer mon père aujourd'hui, c'est ça. Et après, j'ai des souvenirs où on va le voir, il était aux Invalides. C'est un centre de rééducation, les Invalides. Mais quand je le vois, je comprends pas pourquoi. Une fois, je le vois, il est en fauteuil roulant. Puis 3 mois, 6 mois plus tard, il a des cannes. Et puis qu'il y a des gens en blouse blanche qui l'accompagnent. Je comprends pas pourquoi tout est toujours si solennel quand on va le voir aussi. Il y a des choses que je dois pas dire, qu'il faut que je sois très calme. On vous prépare à chaque fois avant d'aller le voir. Ouais, en fait, c'est assez flou, mais j'ai le souvenir que voilà, il faut pas trop se comporter comme des enfants. Je me rappelle que j'essayais toujours de le rendre heureux. Il a toujours gardé un truc, c'est sa volonté de rire. Et mon Dieu, mon père qui rigole, c'est l'un des trucs les plus magiques. Parce qu'on sait que ça y est, pendant un court instant, il n'y a plus de handicap. Et ça, c'était bien. Parfois, il nous disait, je crois que de sa bouche, c'était quelque chose qui voulait dire « je t'aime », mais nous, on ne l'entendait pas comme ça. Il nous disait « j'ai parfois envie de me foutre en l'air, mais je ne le fais pas grâce à vous ». Et moi, je me disais quelle pression immense, en fait. Si j'étais pas là, il se foutrait en l'air. Si je le fais pas rire, il se fout en l'air. Si je fais trop de bruit, il se fout en l'air. Et je le sais aujourd'hui que mon père, il l'a pas aujourd'hui toutes ses capacités d'exprimer parce que, en fait, dans sa tête, il a plus ces capacités-là. Mais pour lui, ça veut dire je vous aime plus que tout. Je crois qu'à l'époque, je ne disais pas que mon père avait un handicap. Il vivait à Paris, nous on vivait avec ma mère en Vous vous rappelez Seine-et-Marne. pourquoi vous le disiez pas? J'avais honte. Ah oui. Ce dont j'avais honte, c'était juste d'être différent en fait. J'avais en plus ce retard de croissance qui n'a pas aidé les choses. Là, pareil, on ne se rend pas compte à quel point ça a été quelque chose d'important dans votre vie et quelles conséquences ça a eu dans votre existence. Pour moi, c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Comme je ne le disais pas que mon père avait des soucis, et que moi, j'arrivais à l'école avec le week-end complexe que je venais d'avoir, et le matin, de se faire traiter de tous les noms parce qu'on est plus petit, de se faire casser la gueule parce qu'on est plus petit, par des plus petits. Putain, les mecs, laissez-moi tranquille, quoi. Et le fait qu'à l'école, vous pouviez recevoir des brimades, presque du harcèlement, on dirait aujourd'hui, c'est quelque chose dont vous parliez à votre mère? Pas à cette époque-là, c'est venu plus tard. Vous savez pourquoi vous lui en parlez pas? Je crois que j'avais pas envie de leur rajouter des emmerdes. En fait, c'est assez drôle parce que sur la table, là, il y a un ballon de rugby, il y a la série Nip Tuck, il y a des G.I. Joe. Je jouais beaucoup. Il y avait une grande part d'imaginaire en moi. Beaucoup. C'était une manière d'échapper à ce réel qui était plein de pression. C'est ce que j'ai compris des années plus tard.
Et l'autre espace, c'était le rugby. Donc là, le fait d'être plus petit que les autres, c'était pas un problème? Ouais, c'était même un avantage parce que quand je suis allé au rugby, j'étais accueilli pour qui j'étais. Le petit déconneur, T'étais lié? j'étais demi-mêlée. Ah oui. Donc c'est ça, on a besoin d'un mec avec une grande bouche qui guide les gros, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, Des petits qui s'insinuent, qui glisse, et quand il y a un petit trou de souris pour s'il faut filer pour Absolument. marquer, c'est ça que j'ai fait. Donc là, vous trouvez votre place. Ah ouais. J'avais un physique là sur la photo, j'avais en face de moi des mecs qui avaient déjà des physiques d'1m70, moi je faisais 1m12, littéralement. En face, on se foutait de ma gueule quand j'arrivais, et à la fin, on me serrait la main. Et ça, je pense que tu l'as vécu. Quand on te prend de haut et qu'on te dit qu'est-ce que tu fous là, à la fin, on te dit franchement bien joué. J'ai envie de te checker. Eh, vas-y, check ça. Comment ça se passe l'adolescence pour vous? Est-ce que c'est une période difficile? Est-ce que c'est une formalité? En fait, là, à ce moment-là, tout est compliqué. Mon frère Guillaume, qui a 2 ans de plus que moi, lui, il est brillant. Il rentre à Louis-le-Grand, à Paris. Pendant 1 an, il fait des allers-retours en permanence. Et au bout d'un moment, ma mère dit, bon, on va tous aller à Paris, et puis Greg, on va te mettre au collège, et puis tu vas suivre les traces de ton frère. Bon. Pression. Pression, mais surtout, ouais, j'en avais pas du tout les capacités. J'ai l'impression d'être en décalage permanent et de pas trouver ma place. J'avais un suivi hospitalier pour ma taille, et il y avait une pédiatre qui a joué un rôle hyper important pour moi. Elle m'a suivi jusqu'à mes 14-15 ans, où à chaque fois, en fait, pour être bien sûr qu'on soit dans la norme, on fait des examens, des âges osseux. Et à chaque fois, elle me disait, bon, écoute Grégoire, tu seras pas très très grand, mais je vois en toi que tu seras intelligent et que tu seras rigolo. Et ça, les grands, un jour, ils vont arrêter de grandir. Par contre, toi, tu vas pas t'arrêter d'apprendre des trucs et de faire marrer les gens. Et cette phrase, elle est C'est importante pour beau, vous. ça. Ouais. Juste, continue, crois en toi, laisse l'orage passer. Alors cette série-là, donc Nick Top, pour ceux qui l'ont pas vu, le pitch en 2 phrases. C'est des chirurgiens à Miami qui vivent d'excès, mais qui ont des grands cœurs. Pourquoi ça va être un déclic pour vous? On voit des opérations, on voit des avant-après, des trucs spectaculaires. En fait, Nip Tuck, certes, c'est de la chirurgie esthétique, mais c'est aussi de la chirurgie réparatrice, avec des histoires de gens qui sont complètement incongrus. Et moi, j'avais envie d'un métier où On voit le résultat. on voit le résultat, où c'est un travail de la main, mais en même temps, il faut un peu... Enfin, vous auriez pu faire ébéniste plutôt que de faire des visages. Ouais, mais je crois que j'avais envie... Il y avait aussi une grosse part dans Nip Tuck où ils aidaient les autres. Et du coup, comme Michel Fugain et comme dans Nick Top, vous allez faire médecine. Exactement. On va voir ce qui s'est passé tout à l'heure. Moi, je vous remercie tous les 3. Et je vous propose qu'on aille prendre l'air et qu'on fasse un petit jeu. Je ne sais pas si c'est un jeu ou un sport. Un petit peu de badminton. Vous aimez le badminton? Je vous signale que moi, j'ai un genou en fer. Eh ben, on vous envoie le Ah, volant juste à Une vous. prothèse totale de J'ai genou une prothèse, ouais. Oui, mais ça tient, ça. Mais c'est les plus... Ça tient, ça, les Bon, on a un prothèses totales, kiné, ça on a un tient. kiné.